Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de la bourse et de l'économie. Cette vidéo sera consacrée pour mes premières projections pour l'année 2023. Je vais faire plusieurs séries de vidéos consacrées à ma stratégie pour l'année prochaine. C'est un petit peu comme je fais pratiquement tous les ans. Chaque fois, à la fin d'année, je fais ce type de vidéo pour déterminer un plan d'action pour l'année prochaine. Donc aujourd'hui, nous allons parler plus de la partie macro, la partie géopolitique, la partie économie globale pour pouvoir déterminer le contexte dans lequel nous allons opérer sur les marchés financiers. Avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like. Pour moi, c'est super important pour développer cette chaîne gratuite. Je vous rappelle que je suis présent sur Telegram et j'ai un site minddecash.fr où il y a mon blog, où il y a des différents services que moi je propose également. Au début de cette vidéo, je voudrais faire une petite annonce parce que la semaine passée, c'était le Black Friday où j'ai eu beaucoup d'inscriptions, notamment pour le club Option Invest. Je vous remercie énormément pour votre confiance. Donc là, notre équipe Mind de Cash a pas mal grandi. Par contre, j'ai eu un problème malheureusement technique pour attribuer le coupon. Ça faisait partie de l'offre commerciale Black Friday pour ceux qui font partie d'Option Invest pour avoir des réductions sur l'abonnement premium. Actuellement, je travaille avec le support de logiciel que j'utilise. Malheureusement, ils m'ont donné un délai de 2 semaines. Donc malheureusement, c'est comme ça. Je ne peux pas faire plus. C'est au niveau de paiement, en interconnexion entre Stripe et le site web, en fait le module que j'utilise sur le site web, qui n'applique pas les coupons, je ne sais pas pour quelle raison. Après, je ne pense pas que ça concerne énormément de personnes. Si vous êtes intéressé quand même, comme d'habitude, ça tombe mal parce que c'est la fin du mois quand je dois publier les idées d'investissement pour le mois suivant. Et les personnes qui ont rejoint Option Invest et qui veulent rejoindre également au Premium, donc contactez-moi par email. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Je vais essayer de trouver un arrangement pour vous présenter les informations soit d'une manière différente en attendant qu'on résolve le problème parce qu'évidemment c'est mon problème. Donc je cherche des solutions à vous proposer que vous puissiez bénéficier de l'accès. Donc voilà, j'apporte toutes mes excuses pour cette gêne occasionnelle technique que nous sommes en train de résoudre avec mon développeur du site web. Voilà, nous allons passer maintenant sur le sujet principal de cette vidéo. On commence traditionnellement par le tableau du bord. Les indices Nasdaq, S&P 500, CAC 40, tous les indices ont rebondi cette semaine. Pourquoi ils ont rebondi? Parce que Jérôme Powell a répété ce que le marché savait déjà, qu'il va l'année prochaine ralentir le rythme de la hausse des taux. Donc aucune nouvelle, mais le marché est positif, le marché est dans la posture pré-Christmas Rally, donc je pense que c'est quelque chose que le marché veut quand même réaliser cette année. C'est assez traditionnel, j'ai du mal à croire généralement dans tous les mouvements du marché saisonnier, mais depuis que je suis en bourse, c'est vrai que mois de décembre, c'est très souvent le mois positif sur les marchés financiers et nous vivons très souvent les Christmas Rally. Donc est-ce que ça sera le cas cette année? Très probablement, mais en tout cas les marchés s'y attendent. Et le discours de Jérôme Powell lui a annoncé mais strictement rien de nouveau, il était très bien pris et les marchés ont rebondi fortement et on s'approche maintenant à mon point pivot que je vous ai déjà évoqué sur S&P 500, c'est 4180 points. Donc là on a déjà touché 4100 cette semaine. Donc ça, c'est déjà le premier palier pour arriver aux résistances principales sur la bourse américaine. Après, l'indice CAC 40 dans le sillage de tous les autres indices ont rebondi aussi. Donc le CAC 40 il tient bien en fait toute cette année, il tient presque mieux que les marchés américains. Pourquoi? Pas tout simplement parce qu'il y a plein de valeurs cycliques. Il y a la structure de l'indice français, elle est très différente. Après, si jamais le trend se renverse, si jamais il y en a d'autres sociétés qui vont devenir à la mode, évidemment CAC 40 va sous-performer. Donc ça, c'est une question assez évidente. C'est la structure des indices qui fait que l'indice CAC 40 se porte bien dans ces circonstances dans lesquelles nous avons vécu cette année 2022 qui était une année très compliquée boursièrement parlant. Ensuite, nous allons regarder que les devises, très rapidement, que euro-dollar, donc c'est bien installé au-dessus de la parité, donc 1,05, donc ça c'est normal. On revient plus ou moins dans l'équilibre économique.
dû au même phénomène, c'est toujours les plans de la Réserve fédérale de ralentir le rythme de la hausse des taux. Euro-CHF, ça c'est un principalement indicateur de risque ultime, parce que CHF c'est vraiment la devise la plus sécurisée certainement au monde. Donc nous restons sur le statu quo, on est en dessous de la parité, donc le CHF il est plus cher que l'euro, donc voilà. Ce qui est le plus important sur ce tableau de bord, en tout cas pour moi, c'est le 10 ans américain. On voit, mes amis, qu'à 3,5 nous sommes déjà. Donc c'est vraiment très loin de mes niveaux, on va dire, où je vois une alerte. C'est le niveau de 4 points. Et si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je crois que j'ai parlé de mes screeners de début du mois dernier, ou dans le screener pour les dividendes, pour ceux qui veulent investir en bourse pour percevoir une rente régulière. Mon choix, c'était un ETF TLT des obligations américaines. TLT, c'est quoi? C'est un ETF qui mixe en fait plusieurs maturités des obligations américaines de longue durée généralement. Parce que vous savez, la courbe des taux représente différentes maturités. Les maturités d'abord très courtes, donc les obligations court terme, jusqu'à les maturités très longues, jusqu'à 30 ans pour le marché américain. Donc TLT, c'est un ETF qui a des maturités longues. Donc ça, c'est vraiment un des meilleurs ETF, en tout cas que je connais, pour s'exposer sur la dette américaine. Et j'ai fait ce choix d'investissement quand les taux étaient à 4,2. Donc maintenant, en investissant dans cet actif le moins risqué au monde, parce que les obligations américaines à long terme sont considérées comme l'investissement le moins risqué au monde. C'est un benchmark d'un investissement sans risque. C'est pas exactement ça, mais je simplifie un petit peu. Mais dans tous les cas, c'est un taux qui était très intéressant à 4,2. C'est pour ça que dans mes screeners premium, j'ai choisi d'investir dans ce ETF à peu près il y a un mois et demi. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en plus-value très importante. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le marché d'obligations, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus avec plus de détails. C'est que quand les taux augmentent, le prix de l'obligation, il baisse. Quand les taux baissent, le prix de l'obligation monte. Donc quand vous investissez dans un ETF obligataire, pour vous, c'est bien quand les taux baissent. C'est un peu ambigu parfois pour ceux qui sont novices sur ce marché, parce qu'on s'attend genre, ah, les taux montent, je vais prendre un ETF qui m'expose sur les taux. Mais non. Les obligations, c'est vrai que c'est le marché des taux, mais pour vous, c'est une corrélation inversée. Donc, ça veut dire que quand les taux montent, vous allez perdre au contraire sur votre ETF. Ça veut dire qu'il faut acheter les ETF quand les taux sont élevés, en espérant qu'ils vont rebaisser. Maintenant, par exemple, mes abonnés premium, s'ils ont décidé d'investir dans cet ETF quand le taux il était à 4,2, s'ils sont suffisamment patients, normalement, si vous voulez devenir rentier avec la bourse, ça faisait partie de la sélection pour les rentiers. Si vous êtes rentier, vous êtes prêt à attendre longtemps. Donc, si vous attendez longtemps, si vous êtes patient, et après, les taux commencent à baisser, les taux directeurs, et après, en plus, si la Fed relance la planche à billets, dans ce cas-là, ça va être vraiment un investissement de très très bonne qualité parce que les taux vont rebaisser, vont repartir vers 1, 0, voire 0. Et dans ce cas-là, votre plus-value déjà sur cet ETF sera très très importante. Il faut bien comprendre, quand vous investissez dans l'ETF obligataire, pour vous, c'est bien quand les taux baissent et pas quand les taux montent. Ça, c'est vraiment super important. Ensuite, l'énergie, le pétrole, ces marchés, comme toute cette année, restent très volatiles. Le pétrole, particulièrement volatile avec les discussions autour du plafond sur le prix du pétrole russe. D'après ce que j'ai vu, c'est que ça a été voté ça a été confirmé par les Européens que le plafond sera installé sur le niveau de 60 $ le baril. Ce qui me paraît un peu ridicule parce que c'est relativement proche quand même au marché. Et donc, je ne vois pas en quoi ça va poser des problèmes pour Vladimir Poutine pour financer sa guerre. Bon, bref, je ne pense pas que cette décision va être un game changer sur le marché de pétrole. Dans tous les cas, voilà, donc il y a eu beaucoup de volatilité sur ce marché. Mais je ne veux pas trop m'arrêter là-dessus. Peut-être qu'il faudra faire une vidéo à part par rapport au marché de l'énergie. Ensuite, le reste des taux européens reste à des mêmes niveaux qu'on a vu la semaine dernière. On est largement en dessous de l'inflation, mais c'est un peu le cas aussi pour les États-Unis. Par contre, pour les États-Unis, l'écart entre l'inflation et le taux du 10 ans américain, ce qu'on appelle parfois le taux réel, il est beaucoup moins dans le territoire négatif que pour les taux européens. Mais encore une fois, les Européens ne peuvent pas remonter les taux aussi facilement que la Fed puisse le faire. Maintenant, nous allons parler rapidement des statistiques économiques qui ont été publiées la semaine passée et quelles sont les statistiques les plus importantes pour
la semaine à venir, et bon, pour 2 semaines à venir en réalité, parce que les principales statistiques sont publiées dans 15 jours. Donc la semaine dernière, il y a eu pas mal de choses qui ont été publiées, mais c'était relativement mitigé, parce qu'il y avait des statistiques qui étaient dans le sens de plus d'inflation, d'autres dans le sens de moins de l'inflation. Ce qui est important, c'est de voir que le PIB américain, il est ressorti meilleur que prévu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle de point de vue macroéconomique, mais c'est une mauvaise nouvelle de point de vue stratégie de la Fed, parce que la stratégie de la Fed, c'est quoi? C'est de créer artificiellement une récession maîtrisée pour prendre le contrôle sur l'inflation. Pour l'instant, on est loin de là. On n'est pas dans la récession, donc parce que le PIB, à chaque fois, il bat le consensus. Donc ça, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, plutôt. Mais ensuite, le discours de Jerome Powell, il était dans le sens des marchés, dans le sens de la tendance haussière du marché. Et donc, du coup, on a vite oublié toutes ces publications, parce que les publications, encore, il faut bien comprendre que toutes ces histoires des statistiques économiques, pourquoi on les regarde? Parce que c'est la base de la prise de décision pour la Fed. Si c'était pas mais la Fed reste le point central. Si toutes les statistiques se vont dans un sens, mais la Fed dit l'inverse, dans ce cas-là, c'est la Fed qui prévale sur les marchés financiers que les statistiques économiques. Nous restons dans le monde qui est décorrélé par rapport à l'économie réelle. En fait, les bourses sont décorrélées par rapport à l'économie réelle et on ne regarde que la Fed. Et ça, c'est important pour la suite de notre discussion de ce café de dimanche, parce que nous allons parler du côté psychologique des marchés et techniquement à quoi on peut s'attendre pour les mois à venir. Donc, important de se fixer dans la tête que nous restons dans le paradigme ancien des marchés. Le paradigme que c'est la Fed qui drive tout. Si la Fed elle est accommodante, dans ce cas-là, tout se passe bien. S'il n'est pas accommodante, tout se passe mal. Voilà, ça reste exactement comme ça. Vous savez, les marchés, parfois, c'est pas compliqué. Il ne faut pas chercher très loin. Avant, vous savez, quand j'ai commencé en bourse, il fallait être beaucoup plus intelligent pour investir. Aujourd'hui, il suffit de regarder les anticipations des décisions de la Fed et vous pouvez trader super bien sur les marchés financiers. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Avant, il fallait analyser la macro, analyser les statistiques, regarder les valorisations. Aujourd'hui, si la Fed annonce, genre on arrête la hausse des taux et on revient en arrière, donc le fameux pivot, dans ce cas-là, tous les marchés vont faire plus 10 en quelques jours et voilà, et on sera content, on va être dans l'ancien paradigme de haussière des marchés, quoi qu'il en arrive, parce qu'on sait que la Fed est derrière, etc., etc. Par contre, et là on va en parler tout à l'heure, ça peut changer. Et ça peut changer, je ne sais pas quand exactement, mais je trouve que les conditions commencent à être un peu réunies pour que ce paradigme change. Voilà. Donc, mais ça sera un sujet un petit peu à part. Voilà, maintenant je vais vous montrer aussi les prochaines publications. Évidemment, c'est les CPI qui nous intéressent. Les CPI, c'est le principal trigger des tendances actuelles des marchés. Et donc ça sera publié le 13 décembre. Ce n'est pas la semaine prochaine, c'est début de la semaine d'après. Et ça sera juste un jour avant la réunion de la Fed. Donc ça sera vraiment une semaine très importante, la semaine d'après, pas la semaine prochaine, où nous allons finalement décider s'il y aura le Christmas Rally ou pas. Donc je pense qu'on va être hésitant la semaine prochaine, donc on va vivre certainement de point de vue tendance à peu près la même chose que cette semaine, donc on va aller un petit peu dans tous les sens, mais la semaine d'après va nous dire que est-ce qu'on aura droit pour le Christmas Rally. Je ne veux pas faire des pronostics parce que, vous savez, les inflations, les statistiques d'inflation du CPI sont volatiles. J'ai vu des publications comme quoi certains sites de e-commerce ont dit que le Black Friday était exceptionnellement actif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'activité des consommateurs elle était très très élevée. Et cela veut dire que les chiffres d'inflation peuvent décevoir. Après, est-ce que ça s'était reflété sur les prix finaux? Normalement, oui, si on croit à la théorie économique normale, mais est-ce qu'on est dans l'économie normale? Ça, c'est une grande question. C'est la question que je me pose de plus en plus. Et si les CPI ressortent mauvais, moins bons qu'attendu, donc ça veut dire que les prix ont augmenté plus que prévu, dans ce cas-là, on peut avoir une déception. Mais par contre, ça sera une déception peut-être de très courte durée, parce que certainement, entre 2 jours, la décision de la Fed sera déjà prise, le discours de Jerome Powell sera déjà prêt, et je ne pense pas qu'on aura des surprises de point de vue de la Fed. Donc, même si on a une ratée sur les CPI, le jour d'après, à mon avis, la Fed, Jerome Powell va corriger le tir et il va diriger les marchés dans le bon sens. Donc, je pense qu'on a toutes les chances de vivre, encore une fois, le Christmas Rally, même si je ne fais pas nécessairement des paris dans ce sens. J'ai un portefeuille, évidemment, qui est largement exposé en actions. Et je veux le garder pour le moment. Et s'il y aura un Christmas Rally, tant mieux. Dans ce cas-là, ça me permettra un petit peu d'optimiser ma stratégie.
Maintenant, nous passons sur le sujet principal de cette vidéo. Nous allons analyser la situation macroéconomique telle que je la vois pour l'année prochaine. Donc là, je vais commencer évidemment par le sujet phare de cette année et des années précédentes, c'est l'inflation. Avant, on se battait pour que l'inflation soit plus élevée parce qu'elle est à chaque fois proche de zéro. Et maintenant, nous luttons contre l'inflation trop élevée. Voilà, nous allons analyser, et pour l'analyser, nous allons toujours se baser sur les attentes des marchés. Juste pour votre information que sur le marché CME, d'ailleurs c'est une des actions que j'aime bien d'ailleurs, parce que CME c'était en place boursière que cotait en bourse, mais finalement c'est une des plus grosses places boursières des futurs, des dérivés au monde, et il y a des futurs qui sont cotés qui représentent les attentes des taux d'intérêt par maturité. Donc pour chaque maturité, il y a un futur qui dit que genre voilà, je m'attends à tel taux d'intérêt pour une telle date dans le futur. Et donc, ça nous permet d'anticiper ce que pensent les marchés pour les décisions de la Fed pour l'année suivante. Donc, on va analyser maintenant qu'est-ce que les marchés pensent par rapport au taux pour l'année 2023. Donc là, on va commencer à partir de la réunion de 14 décembre 2022, déjà dans 2 semaines, donc c'est très proche. Et donc là, le consensus largement dominant, 78%, que le taux va être entre 4,25 et 4,50. Donc là, c'est déjà largement dans les marchés, c'est largement anticipé. Généralement, quand nous sommes proches du meeting de la Fed, nous savons déjà, tout est déjà intégré par les marchés, et il y a rarement de surprises. Il y a rarement de surprises, il y a des mouvements violents sur les bourses, mais je ne pense pas que cette fois, ça sera le cas. Ensuite, nous allons aussi regarder qu'est-ce que le marché pense par rapport à l'évolution des taux l'année suivante. Parce que tout le monde parle du pivot, vous savez, parce que le pivot, c'est quoi? Il y a différentes définitions, en fait, il y en a deux. Certains disent que le pivot, c'est juste, même trois définitions, désolé, le ralentissement de la hausse des taux. D'autres disent que le pivot, ça veut dire qu'il arrête de monter les taux, et d'autres disent que le pivot, ça veut dire qu'il retourne en arrière, c'est-à-dire qu'il commence à baisser les taux pour revenir à la politique des taux accommodantes comme on a vécu avant l'année 2022. Donc pour moi, j'utilise la dernière définition. Pour moi, le pivot, ce que le mot indique, c'est-à-dire qu'on se retourne. Okay, on retourne en arrière dans la politique monétaire. Donc pour moi, je n'anticipe pas le pivot l'année prochaine. J'anticipe, et ça je pense que c'est largement le consensus des marchés, c'est que le rythme de la hausse des taux va être réduit, la Fed le communique assez clairement, mais par contre, il y aura toujours la suite de la hausse des taux. Okay, là, on est d'accord. Donc ça, c'est mon point de vue. Est-ce qu'on va complètement arrêter les hausses des taux l'année prochaine? Je pense qu'à un moment donné, on devra l'arrêter. J'espère qu'on n'aura pas toutes les réunions, tous les mois, une augmentation, même petite, de la hausse des taux, sinon on va arriver à des taux vraiment très très élevés. Quand je dis cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'inflation, ce qui est vraiment l'indicateur principal pour la prise de décision s'il faut monter les taux ou pas, elle ne va pas diminuer l'année prochaine. Et ça, c'est un point extrêmement important et un point macroéconomique que nous devons comprendre. Que malgré les discours, malgré tout ce qu'on pouvait penser, aujourd'hui, ni le marché, ni la Réserve fédérale n'anticipent pas en fait, elle anticipe le ralentissement de l'inflation, mais ils n'anticipent pas la désinflation. On ne s'attend pas qu'il y ait une déflation l'année prochaine. Il y a des bonnes raisons pour ça, parce que l'année 2022, il a rabattu toutes les cartes, donc maintenant, l'image macroéconomique, l'image géopolitique, l'image énergétique, elle est complètement différente parce que, par rapport à ce que nous avons pu vivre les années précédentes. Et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec des injections de la Fed. Bon, vous pouvez me reprocher quand même, il y a indirectement un effet que, effectivement, les injections de l'argent de la Fed, ils ont été utilisés pendant le Covid pour financer les aides exceptionnelles aux ménages et aux entreprises. Ça, c'est vrai, ça, c'est un effet inflationniste. Mais il n'y a pas que ça, franchement. Si c'était uniquement la Fed, je pense que les anticipations de l'inflation de la Fed au début de l'année 2022, quand on disait que l'inflation était temporaire, je pense qu'elle serait vraiment temporaire. Ça, c'est vraiment très important à comprendre parce que quand la Fed elle a décidé de créer ce phénomène inflationniste pendant le Covid, elle se rendait compte qu'elle pourra gérer les conséquences. Certainement, ils ont pris un certain risque, mais ils pensaient qu'elle allait pouvoir gérer les conséquences et prendre le contrôle sur l'inflation assez facilement. Et je pense que cette stratégie, elle était bonne
de point de vue des moyens que la Fed avait en disposition. Après, il avait des effets de bord parce que ce que peut faire la Fed ne peuvent pas faire, par exemple, la BCE. Et la BCE, il se trouve exactement dans le même contexte. Là, les Américains ont été un petit peu, on va dire, égoïstes parce qu'ils ont pensé à eux-mêmes et pas aux Européens qui, eux, ne vont pas pouvoir implémenter la même stratégie de sortir de l'inflation et ça donnerait encore des avantages aux États-Unis. Bon, on ne va pas rentrer encore dans ces débats entre l'Europe et les États-Unis, mais dans tous les cas, de point de vue purement américain, purement la Fed, et ça c'est le plus important pour les marchés financiers, la Fed aurait pu gérer cette situation avec les armes conventionnelles, semi-conventionnelles. Donc voilà, maintenant nous voyons que le marché s'attend à la hausse des taux, donc là on voit, et que pour le février, on s'attend également largement à la hausse des taux encore de 0,25%. Donc c'est vrai que le rythme diminue, mais on continue de monter les taux, cela veut dire que la Fed anticipe que l'inflation va toujours représenter un problème. Mais maintenant, on va descendre un petit peu plus loin. On va voir qu'est-ce que le futur plus éloigné, donc de plus long terme, pense par rapport à la politique de la hausse des taux. On va prendre décembre 2023. On va regarder que là, déjà la distribution des avis elle est différente, ce qui est normal parce qu'on s'éloigne dans le futur, on ne sait pas où on sera en décembre 2023 et on voit des avis divergents. Donc, et là, on voit que le plus optimiste correspond aux taux qui seront attendus déjà en février de cette année, donc l'année prochaine 2023. Donc tout le monde est d'accord pratiquement que les taux vont rester extrêmement élevés. Donc est-ce que vous voyez en pivot quand on regarde les anticipations des marchés pour décembre 2023? Moi, je ne vois aucun pivot. Même les avis, on va dire, les plus conservatifs, ils disent que les taux seront plus élevés qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'inflation sera plus élevée qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le marché, le consensus dominant des investisseurs, des analystes, etc., ils ne voient pas de pivot. Et si on prend la distribution probabilistique moyenne, on voit que le taux américain va être entre 5,25 et 5,75%. Donc c'est vraiment énorme par rapport à ce que nous avons vécu les dernières années depuis la crise des subprimes, quand on s'est habitué au taux à zéro. Là, aujourd'hui, on est plus 5%, 6%. Vous imaginez comment le contexte a changé, avec quelle vitesse il a changé. Donc on peut constater qu'aujourd'hui, aucun pivot n'est prévu dans la définition que moi je l'utilise, donc c'est-à-dire retour en arrière de la politique de la Réserve fédérale, qui, elle, déclencherait vraiment un mouvement extrêmement puissant sur les bourses. Pourquoi elle déclencherait cet événement puissant sur les bourses? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, que les marchés, de point de vue de paradigme, de point de vue psychologie, restent dans la même posture. Donc on regarde que la Fed, on regarde que les taux. Si la Fed passe en mode plus accommodant, on va monter. Si elle est moins accommodante, on va baisser. Voilà. Donc ce que vous voyez aujourd'hui sur votre écran, c'est que le marché, avec des cours actuels, a intégré déjà. Donc ça nous ouvre la voie vers des bonnes surprises, n'est-ce pas? Parce que franchement, entre 5 et 6% pour le taux directeur fin l'année précédente, on peut subir un changement de la situation macroéconomique, situation géopolitique, où en étant un petit peu optimiste, on peut espérer d'avoir des bonnes nouvelles. Et donc peut-être on pourra avoir des révisions de ces attentes, de ces anticipations, et dans ce cas-là, ça va déclencher les mouvements de hausse sur les marchés financiers. Donc la conclusion est suivante, que pour l'année prochaine, ni apaisement sur l'inflation, ni apaisement sur les taux. Donc c'est ce que le marché price aujourd'hui, et c'est à partir de ça qu'on devrait construire la suite de notre raisonnement. Voilà, c'est clair pour l'inflation et les taux, et maintenant nous allons parler des risques macroéconomiques qui peuvent apparaître l'année prochaine, ou bien des bonnes nouvelles d'ailleurs, pourquoi pas, qui peuvent aussi arriver et qui vont probablement changer la politique de la Fed et changer toutes ces anticipations. Donc il y a plusieurs inquiétudes que j'ai actuellement. La première inquiétude, bon, je ne sais pas si d'ailleurs c'est la première, mais un des premières en fait, mais en tout cas très très importante, c'est l'immobilier. Vous voyez sur votre écran le graphique que j'ai publié sur ma chaîne Telegram, que je vous invite à rejoindre. Et n'oubliez pas de mettre un like si vous n'avez pas encore fait, je vous rappelle vite fait. Ce graphique, il représente le marché, le dynamisme de marché immobilier américain pendant les périodes quand la Fed montait les taux. Donc je sais que c'est un peu compliqué. Donc en gros, il y a des différentes périodes de la politique monétaire. Donc certaines périodes sont caractérisées par la hausse des taux, d'autres par la baisse des taux. On s'est habitué les dernières années, les dernières décennies, même presque, la baisse des taux et d'être proche au taux zéro. Et ce qui évidemment crée
des conditions extraordinaires pour l'immobilier. Donc pour ceux qui ont investi dans l'immobilier ces dernières années, bon, comme moi, c'était vraiment une golden age pour les investisseurs immobiliers. Voilà, donc là, parce que vous empruntez à zéro, ou bien pour acheter votre résidence principale, vous empruntez à zéro, vous investissez, donc du coup la part des taux d'intérêt dans votre projet d'investissement, elle est quasiment nulle. Voilà, et maintenant nous allons regarder comment le marché immobilier aux États-Unis se comportait pendant les périodes quand la Fed commençait à monter les taux. Et donc là, il y a des exemples des années passées, quand il y avait ces périodes de la hausse des taux, ce 1977, 1983, 1994, 1999. 2004, c'était après la bulle des dot-com. 2015, donc ça c'était une courte période quand la Fed a essayé de monter les taux. Et 2022, c'est la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, cette ligne rouge, vous voyez que la déviation, elle est quand même extrêmement importante. Est-ce qu'on doit faire peur de ce graphique? On a eu une petite discussion sur Telegram, et j'ai donné aussi mon avis que c'est inquiétant, mais ce n'est pas nécessairement une catastrophe. Voilà pourquoi. Parce que nous avons vécu pendant des années, encore une fois, dans des conditions absolument tranquilles biches. On a emprunté à zéro, on s'est habitué. Il y a énormément de projets qui ont monté parce que les taux étaient très, très bas. Je ne sais pas depuis combien d'années j'entends le même discours des banquiers. Je pense qu'il y a encore 15 ans, quand j'ai fait mes premières transactions immobilières, on me disait, les banquiers, que les taux ne peuvent pas être aussi bas, ça va pas être pour toujours. Au bout de 15 ans, on me dirait encore la même chose, tandis que les taux étaient encore plus bas. Donc la dernière fois, en fait vraiment les derniers emprunts que j'ai fait, bon, le dernier emprunt c'était au-dessus d'1%, mais j'ai eu des emprunts en dessous de 1%, vous imaginez, parce que c'était quand même quelque chose d'absolument incroyable. Et donc du coup, évidemment, dans ces conditions, tu as envie d'investir dans l'immobilier, et dès que tu sors de ce paradigme, tu n'as plus envie. Parce qu'on s'est habitué en taux zéro, et quand maintenant on arrive à la banque, on vous propose les taux beaucoup plus élevés. Actuellement, si on reste en France, le taux pour 20 ans, il est entre 2,31 et 2,42. Si on prend sur 25 ans, c'est entre 2,44 et 2,59, donc 2,60 presque. Donc sur 20 ans, bon, vous avez les taux au-dessus de 2%. Sur 15 ans aussi au-dessus de 2%. Même pour 10 ans, vous avez les taux à 2%. Donc c'est beaucoup plus élevé quand même que nous avons vécu les dernières années. Aux États-Unis, je vous rappelle que les taux sont bien plus importants qu'en France. Regardez, c'est quand même de la folie en fait quand on voit ça, la différence entre le taux américain et le taux européen. D'ailleurs, pourquoi? C'est parce qu'ils ne financent pas de même manière l'immobilier. J'ai demandé sur Telegram, et je demande ici dans les commentaires, s'il vous plaît, de me dire si vous êtes intéressé que je fasse une vidéo sur l'immobilier, et si vous êtes plus intéressé par l'immobilier français ou par l'immobilier américain. Parce que j'ai lancé un sondage sur Telegram, j'ai eu presque moitié-moitié, en fait, l'immobilier français et l'immobilier américain. C'est pas le même sujet, parce qu'évidemment, nous sommes en France principalement, et la plupart des abonnés Mind de Cash sont en France. Donc si vous voulez investir dans l'immobilier aux États-Unis, ça sera à travers des fonds, certainement des fonds fonciers cotés, j'imagine. Et si vous êtes en France, ce n'est pas du tout la même approche parce que vous allez peut-être investir dans l'immobilier physique, là où j'ai beaucoup d'expérience, j'avoue, parce que c'est par ce type d'investissement que j'ai commencé mes parcours d'un investisseur. Et c'est pas le même débat, c'est pas les mêmes points à vérifier parce que vous voyez les taux déjà sont pas du tout les mêmes. Et il faudra faire soit deux vidéos, soit si vous me dites dans les commentaires, n'oubliez pas ceux qui vous intéressent le plus, comme ça me permettra un petit peu de préparer le contenu de manière la plus adaptée à l'audience. Donc là, on voit en tout cas que les taux sont plus élevés parce que le système de financement est différent. Bon, je vais expliquer si vous me mettez les likes. Donc là, je vais voir le nombre de likes pour cette vidéo. Et allez, si on fait 500 likes pour cette vidéo, dans ce cas-là, je vais faire deux vidéos. Je vous promets deux vidéos sur le marché français et le marché américain. Mais dans ce cas-là, n'oubliez pas de mettre ce petit pouce bleu pour que je le sache que ça vous intéresse. En tout cas, on voit que c'est beaucoup plus élevé et quand les taux montent aux États-Unis, ça va monter encore plus. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils se financent à des taux variables, les Américains, dans ce cas-là, vous savez, leur échéance de crédit, elle a une volatilité. Donc du coup, elle augmente. Et donc du coup, le budget de ménage américain,
ils diminuent parce qu'à chaque fois, ils payent de plus en plus pour leur maison, pour leurs appartements. Et donc ça, c'est vraiment flippant parce que nous sommes habitués, que nous sommes à taux fixe en France, et bon, la plupart, en tout cas plus de 90%, je crois, et nous, on sait pas trop, on connaît pas trop ces problèmes, et les Américains, on les connaît très bien parce que voilà, c'est la réalité qu'ils vivent. Et donc ça peut créer des déséquilibres économiques majeurs parce que le ménage qui était solvable hier, il n'est plus solvable aujourd'hui parce que les taux ont explosé. Et donc voilà, ça c'est quand même problématique. Et maintenant, quand les taux baissent, hein, et en fait, quand les prix immobiliers baissent, dans ce cas-là, il aura du mal à refinancer son bien immobilier quand il arrive à l'échéance. Et ça peut créer le même phénomène que nous avons vécu dans les subprimes. Quand je dis tout de suite que je ne prévois la crise du style des subprimes, pourquoi je ne la prévois pas? Parce que les régulateurs, les économistes savent comment ça se passe, ils savent comment remédier ce genre de problème. Et si ça se passe, ça sera la première crise dans l'histoire économique, la crise prévue, la crise anticipée qui est arrivée au bon moment quand tout le monde est anticipé. Les crises arrivent toujours quand on ne les entend pas. Et donc ça veut dire que si on a déjà vécu ça, je pense que ça ne va pas se répéter parce que la Fed, ils comprennent tout à fait ce que je suis en train de vous dire et ils ont des mesures qu'ils peuvent mettre en place en anticipant pour éviter ce type de situation. Voilà, donc c'est pour ça que je ne pense pas nécessairement que ça va créer une crise, mais ça peut créer un déséquilibre et surtout, ça pioche sur la capacité de dépenser des ménages américains. Donc, et ça peut pousser aussi la Réserve fédérale de mettre le frein sur la hausse des taux, voire faire un retour arrière dans les circonstances où l'inflation reste élevée. Donc on peut se retrouver dans la situation où l'inflation va rester élevée, elle va augmenter tous les mois, et la Fed pourtant devra faire un pivot parce que les ménages ne peuvent plus payer leur crédit. Et ça, c'est vachement, vachement important comme risque économique et qu'il faut garder l'œil dessus. Il faut être très attentif si vous avez prévu d'investir dans les foncières cotées, les REIT, le fameux REIT. J'en parle j'ai un screener dans mes abonnements premium, mais pour l'instant, je ne m'engage pas sur ce marché parce que je pense qu'il y aura un moment de turbulence que ce marché devrait traverser peut-être l'année prochaine d'ailleurs. Voilà, il y a aussi les risques du immobilier chinois. Je ne suis pas du tout expert, mais je vois ce qui se passe là-bas. Là-bas, c'est vraiment la crise de subprime, ce qui se passe en réalité, parce qu'ils sont surconstruits, ils ont surinvesti dans le marché, et maintenant, ils ont une grosse bulle qui est en train de s'éclater. Mais après, c'est un pays qui est géré, on va dire, un petit peu à la mano. Donc, c'est le pays qui est géré par le parti. C'est très difficile à comparer les mesures qui seront mises en place dans l'empire du milieu par rapport à ce qui a été mis en place aux États-Unis, dans les pays occidentaux où le marché il est plutôt efficient. Bon, on a aussi le marché dirigé en partie, mais pas autant que en Chine, dans tous les cas. Mais dans tous les cas, on a deux grosses économies, les plus grosses au monde, où dans les deux, il y a déjà une crise immobilière en Chine et où il y a une crise immobilière très probable aux États-Unis. Pourquoi c'est important? Parce que la crise immobilière, il y a énormément de produits financiers qui sont indexés sur l'immobilier. Ici, il y a une crise dans ce marché énorme qui est directement lié au marché de taux, le marché peut-être le plus important, et tout est relié. Donc du coup, s'il y a une crise immobilière, il y aura forcément une crise sur le marché obligataire. S'il y a une crise sur le marché obligataire, il y a une crise partout dans le monde. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, on devra le surveiller. On n'en pense pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup, on parle des CPI, on parle de tout ça, machin, patati patata, mais ça, c'est une véritable bombe à retardement. Et la seule bonne nouvelle que j'y vois, c'est que nous avons déjà vécu ça, et probablement le régulateur est prêt pour agir. Et évidemment, il monitore systématiquement la situation sur le marché immobilier aux États-Unis. Donc nous avons vu deux risques principaux pour l'année 2023, c'est l'inflation et les taux, ce qui est très corrélé, et le marché immobilier. Et maintenant, à la fin de cette vidéo, je vais vous parler de la géopolitique. Bon, ça va être un petit peu du blablabla, je n'ai pas grand-chose évidemment à montrer, je n'ai pas de graphique, je n'ai pas d'anticipation des futurs sur la géopolitique, malheureusement, et ça sera uniquement mon ressenti personnel. Et évidemment, ici, on a deux sujets principaux, c'est la guerre en Ukraine, c'est ce qui est un conflit européen qui nous affecte justement énormément du point de vue de l'inflation notamment, et les relations entre la Chine et les États-Unis et l'histoire du Taïwan. Donc ici, on devra l'analyser parce que ça va affecter forcément les marchés financiers l'année prochaine et les évolutions de ces crises
ou bien si des nouvelles crises qui peuvent s'émerger. Très rapidement par rapport à la guerre en Ukraine, donc tout ce que je disais au début de ce conflit, j'étais dans la minorité, aujourd'hui, maintenant je suis dans la majorité. Je disais dès le début que la Russie il aura beaucoup du mal dans ce conflit. Aujourd'hui, ce conflit il est perdu. Ça c'est quasi évident pour toutes les personnes qui sont plus ou moins informées sur ce qui se passe, de ce qui se passe sur le terrain. Et déjà, bon, la propagande russe même aussi, elle le reconnaît progressivement, elle essaie de glisser. Et en fait, elle essaie les points sur lesquels ils peuvent arrêter la guerre. Mais ils n'ont pas encore compris que personne ne va se mettre autour de la table. Et il y a certaines forces dans le monde occidental qui essaient de pousser l'Ukraine à se mettre autour de la table avec la Russie. Mais je vous dis, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je répète encore, c'est que pour Zelensky, pour le président ukrainien, c'est impossible de se mettre à la table après tout ce qui s'est passé dans son pays. S'il se met autour de la table avec Vladimir Poutine et ses représentants, pour lui, c'est la fin de sa carrière politique. Son opinion publique, il a plus de 90% contre les pourparlers. Donc, pour moi, il n'y a aucune chance que ces pourparlers vont avoir lieu. En tout cas, la Russie cherche un point pour figer le conflit et pour prendre le souffle, pour réparer son armée, qu'ils ont perdu déjà énormément de soldats, énormément d'équipements, pour repartir à nouveau. Dans tous les cas, on peut constater que ce conflit va durer au moins la première partie de l'année 2023. Je vous rappelle d'ailleurs que Poutine voulait prendre l'Ukraine en 3 jours, hein, ou en une semaine maximum. Ils étaient prêts pour faire les célébrations de 9 mai, bon, c'est l'équivalent de 8 mai en Russie, déjà au Kiev, donc c'était ça le plan initial. Hein. Maintenant, ils sont en train de perdre les territoires qu'ils ont occupés et je pense que ce trend va continuer, en tout cas la première partie de l'année 2023, jusqu'à un moment qu'on arrive à un certain point. Bon, après, c'est très difficile à anticiper la géopolitique, même si je l'ai fait avec succès cette année-là, mais par contre, je ne vais pas me projeter par rapport à ce qui va se passer l'année prochaine, parce que vraiment, ça dépend de beaucoup de paramètres que je ne peux pas prévoir. Et dans tous les cas, on peut dire que le conflit n'est pas terminé et l'Ukraine va rester sous pression et elle ne sera pas opérationnelle pour se faire réintégrer dans le commerce international de point de vue notamment agriculture. Donc du coup, on n'aura aucun apaisement de point de vue du prix des matières premières agricoles, premièrement, en provenance de l'Ukraine. Donc du coup, toutes les crises alimentaires que vivent certains pays, souvent les pays africains, les pays qui sont moins développés, ça va continuer et ça ne va pas du tout s'améliorer parce que le conflit va continuer et même s'il y aura peut-être un point d'équilibre qui va être trouvé à un moment donné, ça ne va pas être pour tout de suite que l'économie ukrainienne reparte parce qu'il y a énormément d'infrastructures qui est détruite, il y a une grosse crise énergétique. Là, je ne vais pas vous répéter ce que disent les médias, vous savez parfaitement que l'infrastructure énergétique est en train d'être bombardée, donc du coup il faudra reconstruire tout cela, et ça va partir pour des longues années pour que l'Ukraine puisse refaire partie du monde économique international. Donc du coup, l'Ukraine est sortie du commerce des matières premières agricoles pour un petit moment, et donc du coup cette partie-là ne sera pas résolue, et donc du coup il n'y aura pas de bonnes nouvelles pour l'inflation sur ce côté-là. Tandis que je vous répète que la bourse, c'est de la pure psychologie. La bourse ne fait que anticiper les choses. Et si jamais il y a une moindre bonne nouvelle qui est annoncée, ou bonne entre guillemets, comme quoi le conflit peut prendre la fin, dans ce cas-là, la bourse va l'apprécier, la bourse va évidemment monter, en tout cas à court terme. Maintenant, je vais passer sur le conflit, c'est pas encore le conflit entre la Chine et les États-Unis, heureusement, mais dans tous les cas, c'est un conflit beaucoup plus complexe, parce que c'est vrai que l'économie, elle est quand même énorme par rapport à l'économie russe, donc c'est pas du tout la même chose. Au début, Vladimir Poutine elle comptait de gagner vite en Ukraine et créer un certain front entre la Russie, la Chine, les pays qui ne sont pas démocratiques, pour se réunir contre les États-Unis. Aujourd'hui, la Chine elle a pris ses distances par rapport à Vladimir Poutine, elle a même mis la pression pour qu'il mette la fin à la guerre en Ukraine. Ce qui est d'ailleurs un très bon indicateur, ce qui montre que les Chinois restent quand même dans l'esprit rationnel. Et s'ils restent dans l'esprit rationnel, dans ce cas-là, on peut aussi légitimement croire que la prise de Taïwan, en tout cas la prise militaire du Taïwan, n'aura pas lieu. Mais encore une fois, j'ai fait une vidéo sur la Chine-Taïwan, je ne veux pas répéter, je ne me considère pas comme un expert. Donc,
Autant pour l'Ukraine et la Russie, je connais parce que je suis d'origine russe, je connais très bien ces deux pays. Mais par contre, autant pour Taïwan, la Chine, je n'ai aucun lien. J'ai essayé toujours désespérément de trouver un expert pour l'interviewer. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Mais en tout cas, comme ça, de l'extérieur, moi, je ne vois pas énorme risque pour l'année prochaine d'invasion de Taïwan. Après, il est probable qu'il y aura des mesures économiques, l'encerclement du Taïwan, donc tout ce genre de choses, ça c'est possible. Mais ça va dépendre des relations évidemment avec les États-Unis, parce que tout est caché là, parce que si les relations entre les États-Unis s'améliorent, les États-Unis et la Chine s'améliorent, dans ce cas-là, on peut envisager que Taïwan va être laissé tranquille, sans énormément des conséquences ni économiques, ni surtout les militaires. Lors de la dernière rencontre de G20 au Bali, les Chinois et les Américains semblaient de se rapprocher. En tout cas, moi, c'est ce que moi j'ai vu dans les médias américains, que le discours, en tout cas, en fait, le message entre les deux pays passe. Donc du coup, ce n'est pas un conflit comme entre Biden et Vladimir Poutine, clairement pas, heureusement. Donc ça veut dire qu'il peut avoir un compromis entre les deux pays et le retour dans les relations constructive entre Biden et Xi Jinping et le parti communiste chinois. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est assez particulier, c'est que quand Donald Trump était président, il était énormément critiqué par les démocrates par rapport à sa position envers la Chine, comme quoi elle était trop dure, comme quoi elle a mis trop de sanctions économiques. Et maintenant, Joe Biden, il fait beaucoup plus, et pourtant, on n'est pas critiqué. Donc ça, c'est vraiment quand même assez intéressant, que dès que des républicains ont pris le pouvoir, en fait, ils ont commencé à faire la même chose que Donald Trump, parfois encore plus, en ce qui concerne la Chine notamment, et finalement, ça ne fait pas le même effet dans les médias, paradoxalement. Voilà, bon, voilà, ça c'est juste une petite parenthèse un petit peu politique. Dans tous les cas, je pense qu'on peut espérer, et ça c'est évidemment, tout peut changer du jour au lendemain, mais on peut espérer dans certains assouplissements, en tout cas une certaine amélioration dans les relations sino-américaines. J'espère là-dessus, et ça permettra évidemment aux actions chinoises à rebondir. Donc je pense que, encore une fois, c'est pas du tout une recommandation, les actions, tout le marché chinois reste extrêmement risqué, donc ça n'enlève pas du tout ces risques, ça n'enlève pas le risque notamment de délisting des actions chinoises qui sont cotées aux États-Unis, mais dans tous les cas, si les relations entre les deux pays s'améliorent, ça peut créer un trend aussi très puissant sur les actions chinoises, et les actions chinoises dans ce scénario, attention, et uniquement dans ce scénario, peuvent rebondir très fortement. Et vous savez, ce qui est très intéressant, que ici, on ne peut pas nécessairement, on n'est pas obligé de diversifier. C'est rare que je le dis parce que je suis un grand, on va dire, partisan de la diversification quand on investit en bourse, parce qu'en fait, quasiment toutes les actions chinoises sont sous-valorisées. Je parle des grandes noms, type Alibaba, type Baidu, type Tencent, etc. Donc elles sont toutes sous-valorisées. Donc montant, si vous achetez par exemple une seule, et si jamais il y a une amélioration entre les États-Unis et la Chine, dans ce cas-là, on va vivre un gros bull run sur la bourse asiatique, quelle que soit le classe d'actifs, quelle que soit l'action. Bon, peut-être qu'il y en a certaines qui vont diverger un petit peu, mais en tout cas, si vous envisagez d'investir dans ces actions-là, si vous prenez Alibaba ou Baidu, ça va être plus ou moins le même profil du risque, même si vous prenez les deux, ça ne va pas vous créer un phénomène de diversification incroyable, parce que tout dépend du contexte. C'est justement ça, c'est un risque purement global, et si ce risque diminue, dans ce cas-là, on va avoir le bull run sur toutes les actions chinoises. Voilà, donc là, je suis légèrement positif sur la Chine pour l'année prochaine, hors l'immobilier, parce que pour l'immobilier, encore une fois, je n'ai pas de compétences pour analyser le mobilier chinois, je n'ai pas de chiffres, les chiffres sont souvent pas fiables, en provenance de la Chine. On peut vivre un scénario complètement opposé à ce que je viens de vous dire, peut-être même si les relations économiques entre la Chine et les États-Unis s'améliorent, et si on vit un crack énorme obligataire ou d'immobilier, qui sont évidemment très liés. Et dans ce scénario, même si Joe Biden et Xi Jinping deviennent les meilleurs amis, ça ne va pas aider beaucoup. Mais ça, c'est un nouveau risque que moi, je ne peux pas anticiper, je ne peux pas estimer. Et ça reste un marché émergent, ça reste un marché extrêmement, extrêmement risqué. Donc, aucunement, j'invite les gens à investir dans ce marché. Mais dans tous les cas, moi, je pense qu'il y a un petit peu plus du positif que dans les relations entre les Occidentaux et la Russie, où là, quasiment tout est inconnu, on ne sait pas qu'est-ce qui sera avec la Russie après Poutine, parce que Poutine, c'est un cadavre politique. En fait, là, il n'y a plus aucun avenir politique. Personne
va agir avec lui, tandis qu'avec la Chine, on peut se mettre autour de la table, on peut trouver des solutions. Après, est-ce que ça sera les solutions de longue durée? Est-ce que ça sera les accords qui vont être vraiment respectés? Ça, c'est une autre chose. Mais dans tous les cas, il y a de la place pour un débat constructif. Tandis que pour la Russie, ce n'est pas le cas. Et déjà l'année prochaine, je pense qu'on peut vivre des événements majeurs en Russie, en elle-même. Je ne peux pas anticiper, encore une fois, je peux faire une vidéo à part parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées, d'autres pas du tout, voire agressivement pas intéressées. Ils veulent entendre, veulent que je parle que de la bourse. Mais je pense que c'est quand même assez important parce que si par exemple il y a une grosse crise en Russie, le pays s'éclate sur plusieurs morceaux, ce qui n'est pas impossible non plus, ça va faire un phénomène énorme macroéconomique mondial et donc forcément ça va affecter aussi les bourses et tous nos investissements. Donc à voir, à voir. Donc il y a aussi une question des armes nucléaires. Qui dit qu'ils ne vont pas être utilisés? Ça, c'est encore une question aussi que je me pose. Donc voilà, dans tous les cas, tout est important. Vous savez pourquoi j'adore la bourse? Parce que pour investir bien, pour investir pas comme un robot, genre juste ou pas comme un casino, il faut être au courant de tout. Il faut être pas expert, mais il faut être capable de recevoir l'information, de trier l'information, de dénicher les informations les plus importantes. C'est ce que j'essaie de faire dans ces vidéos de Café de Dimanche, pour ensuite construire une image du monde d'avenir et en se basant sur cette image, construire les futures anticipations boursières et la stratégie d'investissement. Voilà mes amis, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. N'oubliez pas s'il vous plaît un like, surtout si vous voulez les vidéos sur l'immobilier, sur les deux. Encore, je vous rappelle, 500 likes et je vous promets de faire 2 vidéos immobilier US, immobilier français. Et je vous dis à très bientôt sur Telegram, sur mon site web mindthecash.fr. La semaine prochaine, je vais publier pour les abonnés premium mes nouvelles idées d'investissement pour décembre 2022. Allez, passez un bon dimanche et salut, bye bye.